Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus pour cette soirée autour de Boris Vian, créée sur mesure pour les bibliothèques idéales. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Gaëtan et Paul Brisy, de réaccueillir même puisque vous étiez déjà venus nous voir à Strasbourg pour votre livre graphique sur Céline, avec Christophe Malavoie si je ne me trompe pas. Et donc là, vous revenez pour cette grande soirée autour de Boris Vian puisque vous adaptez L'automne à Pékin chez Futuropolis, dont vous allez pouvoir apprécier quelques images en fond durant cette discussion. Et aussi, à l'issue de cette rencontre, nous aurons la chance d'avoir des beaux dessins de Gaëtan et Paul Brisy, si vous voulez effectivement vous procurer la BD et avoir un petit dessin de nos deux illustrateurs. Et donc, je voudrais aussi introduire Nicole Berthold, qui est la mandataire pour l'œuvre de Boris Vian et directrice du patrimoine. Et j'ai entendu dire que vous viviez dans l'appartement de Boris Vian, qui se situe dans le Moulin Rouge. Donc je vais vous laisser rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a matière à discuter. Voilà. Merci. Donc, vous m'entendez bien. Bonsoir. Je suis ravie d'être là, dans ce beau décor. Ouvrir cette belle prestation avec mes amis, vraiment grands amis, Gaëtan et Paul Brisy. Nicole Berthold, c'est mon nom. Depuis plus de 40 années, je m'amuse, tous les jours que Dieu fait, à revoir et organiser, penser classer comme disait Pérec, la vie et l'œuvre de Boris Vian. Une drôle d'histoire qui est l'histoire de ma vie, je vous la ferai très très courte. Mais à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré Ursula Kübler. Ursula Kübler est tout simplement la seconde épouse de Boris Vian, celle qu'il va appeler mon ourson, mon Ursula. Et il va mettre sur le dos d'Ursula, lorsqu'il va mourir brutalement à 39 ans, de son problème cardiaque, trop connu. Tout ce qui peut se passer en matière de droit d'auteur, quand un auteur comme Boris Vian, qui a fait 600 chansons, qui a écrit 25 000 pages dans à peu près tous les registres, va laisser. Ursula va le faire courageusement avec des éditeurs prestigieux, j'en nommerai deux évidemment, Jean-Jacques Pauvert et Christian Bourgois, avec le Collège de Pataphysique. Et il va se produire que, au hasard d'une rencontre, comme ça peut nous arriver à tous dans la vie, je vais me retrouver en face de cette femme, fort belle, fort élégante, fort exigeante, fort difficile, fort orgueilleuse, Madame Boris Vian, qui me dit, moi j'en ai marre, ça ne faisait que 17 ans pourtant qu'elle gérait l'œuvre de Boris, mais c'était très difficile. Elle ne m'a pas passé le relais, elle ne m'a jamais employé, elle ne m'a jamais expliqué. Elle m'a simplement donné certains codes et elle m'a dit, pour commencer, je vais te donner 2 trucs à faire. Tu vas t'occuper des droits d'auteur et tu vas lire Boris sur manuscrit. 25 000 pages. Je connais à peu près toute l'œuvre de Boris sur manuscrit. Et bien entendu, L'automne à Pékin. L'automne à Pékin sur manuscrit et L'automne à Pékin sur tapuscrit. Puisque, chose rarissime, cet automne à Pékin fait l'objet de quelque chose quand même de très rare dans la vie d'un auteur, c'est d'être publié 2 fois. J'en finirai par quelque chose de très simple parce que je m'arrêterai là sur cette histoire qui m'amène à être dans les pas de celui qu'on nomme Boris Vian et qu'après la mort de certaines personnes de la famille et plus tard malheureusement d'Ursula Vian, oui, j'habite dans l'appartement extraordinaire. L'appartement extraordinaire, il est d'autant extraordinaire qu'il y a juste une personne célébrissime qui habite sur le palier d'en face et cette personne, j'ai eu la chance de la connaître et elle s'appelle Jacques Prévert. Et pendant les 12 premières années de ma vie, j'ai travaillé pour les 2 œuvres. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Janine Prévert, la femme de Jacques, était ma grand-mère, quand quelque part, Ursula Kübler faisait office un peu de mère pour moi. Voilà. Donc il s'est passé beaucoup de choses, c'est encore une fois l'histoire d'une vie de plus de 40 ans, mais en tout cas, Ursula m'a dit une chose très importante. Moi, je sais que l'œuvre de Boris ne m'appartient pas. Alors chaque personne qui viendra, qui aura du soleil dans les yeux, qui aura envie de faire quelque chose avec l'œuvre de Boris, écoute-la.
Et puis il y a 10 ans, plus de 10 ans, ces deux belles personnes qui ont eux-mêmes fait un nombre incroyable de choses dans le film d'animation, par exemple, aux États-Unis, mais pas que. Leur gémelléité oblige aussi, je crois. C'était quand même tout à fait étonnant de venir me voir et de me dire, voilà, on a un projet. Ce projet, dont je vais vous parler en quelques secondes, n'est pas effectivement le projet qu'on présente ce soir, mais c'était le projet d'un film d'animation autour de l'automne à Pékin. Moi, tout de suite, j'ai bien sûr été emballée. En tant que mandataire, je suis la personne qui a la chance de pouvoir vraiment gérer l'œuvre de A à Z. Et j'en informe qui de droit, à une époque, Ursula Vian est maintenant décédée. Donc aujourd'hui, Patrick Vian, son fils. Mais comme Patrick Vian m'a dit que j'étais plus légitime que lui, donc je vois les choses en direct. Et je vois vraiment deux personnes qui me proposent un projet qu'ils aiment, dont ils sont amoureux, passionnés, qu'ils ont compris. Parce que comprendre l'automne à Pékin, j'aime autant vous dire, c'est quand même pas simple. Et pour la petite histoire, on a sorti simultanément chez Fayard l'automne à Pékin, là, maintenant, dans une dernière version avec un appareil critique, et j'ai modestement fait la préface. Il se trouve que moi, mon livre de chevet, quand j'avais 15 ans, c'était l'automne à Pékin. Alors, les choses, elles se passent comme ça chez Boris Vian. C'est beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup de travail, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de soleil, c'est beaucoup de choses. Et puis, on se dit, tant pis pour le temps, on verra bien. Parce que vous voyez, on n'a pas du tout chômé, je crois, les uns les autres. On est restés les uns avec les autres. On s'est toujours tenus informés, on est toujours restés ensemble. Et puis, un jour, on s'est dit, c'est le moment, on va le faire. Non pas ce film d'animation, mais cette bande dessinée. Et ce qu'ont fait Paul et Gaëtan, c'est merveilleux. Ils se sont emparés de l'œuvre de Boris Vian, et je peux vous dire que c'est la chose qui me fait le plus plaisir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et juste pour dire, je remercie, on va tous le remercier, mais également mon ami Denis Lavant d'avoir accepté de faire cette lecture. Je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait la faire. Voilà. Alors, c'est à moi qu'il incombe de parler après mon ami Nicole. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être ici. Ça nous fait très, très plaisir de voir une salle pleine qui s'intéresse à ce que nous faisons. On est très heureux d'être de retour dans cette magnifique ville. J'adore Strasbourg. C'est une ville très accueillante, très dynamique. Donc, on est très content d'être ici tous les trois. Alors, que vous dire de notre travail? Je te remercie, Nicole, pour les mots très gentils que tu as su dire. C'est vrai que l'automne à Pékin était au départ un film d'animation. Comme Nicole l'a dit, nous sommes, mon frère et moi, spécialistes plus d'animation. On a fait beaucoup de dessins animés. Et l'automne à Pékin était pour nous, comme la plupart d'entre vous, un souvenir de jeunesse, j'imagine, qui nous avait frappé. On devait être en seconde, on devait avoir 15-16 ans. Et c'est un livre qui nous avait vraiment frappé notre imaginaire. Nous avons toujours dessiné, depuis qu'on est tout petit. Et déjà, l'automne à Pékin, après la lecture, nous avait inspiré quelques dessins de jeunesse. Un autobus dans le désert, un médecin fou. Et donc, nous avons vécu, nous avons grandi, nous avons évolué, avec toujours Boris Vian en filigrane. L'idée très vite nous est venue bien des années après d'en faire un film d'animation, et c'est ce qui nous a donné l'occasion d'aller citer Véron rencontrer Madame Nicole Berthold. Et à l'époque, il y avait aussi Monsieur D, je me souviens, qui était très très vigilant à ce que l'œuvre de Vian, de Boris, on peut l'appeler, parce que maintenant Boris est devenu un ami, et donc il fallait vraiment être sûr que la Coïrie Vian soutienne le projet. Et puis on a exposé nos dessins, la manière dont on voulait adapter l'œuvre, et donc tout ça a été très bien compris. Je vais passer vite là-dessus. Comme vous le savez, il est très difficile de monter des films d'animation en France pour des raisons financières évidentes. Donc, il n'était pas question que le projet reste sur une étagère, dans un tiroir. Et donc, grâce à Futuropolis, qui s'est toujours intéressé à notre travail,
le film est devenu un livre, une bande dessinée que certains ont peut-être déjà entre les mains ce soir et qui sort aujourd'hui, c'est le jour officiel de la sortie du livre. Et donc on a transposé tout ce qu'on voulait faire en film en livre. C'est pour ça que vous verrez qu'on est très très soucieux d'avoir conçu ce livre, enfin d'avoir suivi une espèce de narration cinématographique, soucieux de profondeur de champ, de perspective, d'espace, de lumière. Et je vais maintenant passer le micro à Paul qui va vous expliquer justement comment on a pu travailler. Oui, alors on travaille on dessine tous les deux, on écrit tous les deux. Moi, je fais les personnages et Gaëtan fait les décors. Mais ça, on est rompu à cet exercice, on a toujours fait comme ça. Mais je voulais revenir sur l'automne à Pékin de Boris Vian. Évidemment, c'est une adaptation du roman. Et comme toute adaptation, elle nous est propre. Mais là où on a été très heureux, c'est comment elle a été reçue par Nicole, qui a retrouvé, je crois, assez fidèlement, si j'en crois ce qu'elle me dit, l'esprit Vian. On s'est surtout attaché à la qualité des dialogues. Les dialogues fleuris et parfois même loufoques. Et là, ça a été un régal pour nous parce que nous qui aimons forcer le trait puisqu'on dessine, avec Vian, on était servi. On n'a pas eu vraiment à forcer d'ailleurs. Au contraire, on a essayé aussi en même temps de ramener une certaine rigueur et de s'attacher plus aux personnages plutôt que d'aller dans tous les sens. Sinon, ça aurait été un album de 300 pages et on ne serait pas là aujourd'hui encore. Mais voilà, j'espère que vous aimerez ce qu'on en a fait. Encore une fois, c'est une adaptation. Mais en tout cas, nous, on a eu un réel plaisir à le faire. Voilà. J'ajouterais juste une petite chose, mais ma foi extrêmement importante. C'est que si vous connaissez peu ce livre, L'automne à Pékin, il faut juste quand même savoir, il y a une explication logique. Boris vient d'écrire L'écume des jours, il est extrêmement déçu parce qu'il n'est pas reconnu, on va dire par sa maison mère qui est Gallimard, et pas reconnu pour avoir le prix de la Pléiade. Il va dans une espèce de compulsion qu'il a toujours eue, écrire ce livre en mettant en scène plein de personnages et des copains, etc. Et comme à l'époque, il en a plus que marre d'être ingénieur, quelque part, ça se passe complètement dans ce milieu, donc c'est le livre le plus ingénieur qui soit, donc il y a un petit côté autobiographique. Et puis, au milieu de ça, il y a ce fameux Vian qui fait tellement de choses, et il y a une partie de lui qui s'appelle Vernon Sullivan et qui fait ce fameux « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà l'explication de ce livre qui est passé complètement à côté de plein de choses pour des raisons éditoriales pures et dures, où dans un mouchoir de poche, vous avez L'écume des jours, J'irai cracher sur vos tombes, L'automne à Pékin. Et je peux vous dire que je vous fais court, car en réalité, il y a 6 livres dans un mémoire de poche. Ça, c'est le Boris Vian qu'on connaît, et je n'oublierai pas, et j'en terminerai là, bien entendu, toutes ces nuits à Saint-Germain-des-Prés, et sa trompette et trompinette, en même temps, au même moment. Donc amusons-nous, soyons gais, apprécions vraiment cette BD qui est vraiment un événement, redécouvrons le texte, et puis tout à l'heure, justement, on va avoir le goût de ce qu'est ce texte dans son contenu, et je vous remercie beaucoup, voilà, de votre attention. À bientôt. Merci à vous, j'espère que vous apprécierez le livre. L'automne à Pékin.
Les personnes qui n'ont pas étudié la question sont sujettes à se laisser induire en erreur. Lord Raglan, Le tabou de l'inceste, Payot, 1935, page 145. 1. Amadis Dudu suivait sans conviction la ruelle étroite qui constituait le plus long des raccourcis permettant d'atteindre l'arrêt de l'autobus 975. Tous les jours, il devait donner 3 tickets et demi car il descendait en marche avant sa station et il tâta sa poche de gilet pour voir s'il lui en restait. Oui, il vit un oiseau penché sur un tas d'ordures qui donnait du bec dans 3 boîtes de conserve vides et réussissait à jouer le début des bateliers de la Volga. Et il s'arrêta, mais l'oiseau fit une fausse note et s'envola furieux, grommelant entre ses demi-becs des sales mots en oiseau. Amadis Dudu reprit sa route en chantant la suite, mais il fit une fausse note et se mit à jurer. Il y avait du soleil, pas beaucoup, mais juste devant lui, et le bout de la ruelle luisait doucement, car le pavé était gras. Il ne pouvait pas le voir parce qu'elle tournait 2 fois à droite puis à gauche. Des femmes, au gros désir mou, apparaissaient sur le pas des portes, leurs peignoirs ouverts sur un grand manque de vertu, et vidaient leurs poubelles devant elles. Puis elles tapèrent toutes ensemble sur le fond des boîtes à ordures en faisant des roulements et, comme d'habitude, Amadis se mit à marcher au pas. C'est pour cela qu'il préférait passer par la ruelle. Ça lui rappelait le temps de son service militaire avec les Amerlots quand on bouffait du peanut butter dans des boîtes en fer blanc comme celle de l'oiseau mais plus grandes. Les ordures tombaient en faisant des nuages de poussière. Il aimait ça parce que cela rendait le soleil visible. On approchait environ de 8h29. Il lui restait 1 minute pour atteindre l'arrêt. Ça représentait exactement 60 pas d'1 seconde. Mais Amadis en faisait 5 toutes les 4 secondes et le calcul trop compliqué se dissolvit dans sa tête. Il fut normalement par la suite expulsé par ses urines en faisant toc sur la porcelaine, mais longtemps après. Devant l'arrêt du 975, il y avait déjà 5 personnes et elles montèrent toutes dans le premier 975 qui vint à passer. Mais le contrôleur refusa l'entrée à Dudu, bien que celui-ci lui tendit un bout de papier dont la simple considération prouvait qu'il était bien le 6e. L'autobus ne pouvait disposer que de 5 places et le lui fit voir en pétant 4 fois pour démarrer. Il fila doucement et son arrière traînait par terre, allumant des gerbes d'étincelles aux bosses rondes des pavés. Certains conducteurs y collaient des pierres à briquet pour que ce soit plus joli. Un second 975 s'arrêta sous le nez d'Amadis. Il était très chargé et soufflait vert. Il en descendit une grosse femme et une pioche à gâteau portée par un petit monsieur presque mort. Amadis Dudu s'agrippa à la barre verticale et tendit son ticket, mais le receveur lui tapa sur les doigts avec sa pince à carte. « Lâchez ça !» lui dit-il. « Mais il est descendu 3 personnes, protesta Amadis. « Ils étaient en surcharge, dit l'employé d'un ton confidentiel et il cligna de l'œil avec une mimique dégoûtante. « Ce n'est pas vrai, protesta Amadis. « Si !» dit l'employé, et il sauta très haut pour atteindre le cordon auquel il se tint pour faire un demi-rétablissement et montrer son derrière à Amadis. Le conducteur démarra, car il avait senti la traction de la ficelle rose attachée à son oreille. Amadis regarda sa montre et fit « bouh !» pour que l'aiguille recule. Mais seule l'aiguille des secondes se mit à tourner à l'envers. Les autres continuèrent dans le même sens et cela ne changeait rien. Il était debout au milieu de la rue et regardait disparaître le 975 lorsqu'un 3e arriva et son pare-choc l'atteignit juste sur les fesses. Il tomba et le conducteur avança pour se mettre juste au-dessus de lui et ouvrit le robinet d'eau chaude qui se mit à arroser le cou d'Amadis. Pendant ce temps-là, les 2 personnes qui tenaient les numéros suivants montèrent et lorsqu'il se releva, le 975 filait devant lui. Il avait le cou tout rouge et se sentait en colère. Il serait sûrement en retard.
Il partit en marchant de travers, exprès pour que l'on voie bien qu'il était en colère. Il parvint assez vite au point d'où partait tous les matins et se décida de continuer car il connaissait mal cette partie du parcours. Mais sa colère ne s'apaisait point. Il comptait les arbres en se trompant régulièrement pour faire baisser sa tension artérielle qu'il sentait près du point critique et tapotait sur sa cuisse gauche des marches militaires à la mode afin de scander sa promenade. Et il aperçut une grande place entourée de bâtiments datant du Moyen-Âge, mais qui avait vieilli depuis. C'était le terminus du 975. Il se sentit ragaillardi et, avec une légèreté de pendule, s'élança sur la marche de l'embarcadère. Un employé coupa la corde qui retenait encore la machine. Amadis sentit celle-ci se mettre en route. En se retournant, il vit l'employé recevoir en pleine figure l'extrémité de la corde et un lambeau de son nez s'envola dans un jaillissement de pétales d'acarus. Le moteur ronronnait régulièrement car on venait de lui donner une pleine assiétée d'arêtes de poisson-chat. Amadis, assis dans le coin arrière droit, jouissait de la voiture pour lui tout seul. Sur la plateforme, le receveur tournait machinalement sa mécanique à cochonner les tickets qu'il venait d'embrayer sur la boîte à musique de l'intérieur et la mélopée berçait Amadis. Il ne s'étonnait pas de ce que le conducteur n'eût point encore arrêté le véhicule. À cette heure de la matinée, personne ne se rend plus à son bureau. Le receveur s'endormit et glissa sur la plateforme où il chercha dans son sommeil une position plus commode. Amadis se sentait gagné par une espèce de somnolence hardie qui s'infiltrait en lui comme un poison ravageur. Il récupéra ses jambes étendues devant lui et les posa sur la banquette en face. Les arbres brillaient au soleil, leurs feuilles fraîches frottaient le toit de l'autobus et faisaient le même bruit que les plantes marines sur la coque d'un petit bateau. Le roulis de l'autobus berçait Amadis. Cela ne s'arrêtait toujours pas. Il reconnut qu'il avait dépassé son bureau juste au moment de perdre conscience et cette ultime constatation le troubla à peine. Lorsqu'Amadis se réveilla, il roulait toujours. Il faisait beaucoup moins clair dehors et il regarda la route. Aux 2 canaux d'eau grise qu'il abordait, il reconnut la nationale d'embarquement et contempla quelque temps le spectacle. Il se demandait si le nombre de tickets qui lui restait serait suffisant pour lui permettre de payer sa place. Il tourna la tête et regarda le receveur. Dérangé par un rêve érotique de grand format, l'homme s'agitait en tous sens et finit par s'enrouler en spirale autour du léger pilier nickelé supportant le toit. Amadis lui tapa sur l'épaule et le receveur le mitrailla à bout portant. Alors il fit pouce. Heureusement, c'était pour jouer. L'homme se frottait les yeux et se mit debout. « Où est-ce qu'on va » demanda Amadis. Le receveur, qui se nommait Denis, eut un geste d'ignorance. « On ne peut pas savoir, répondit-il. C'est le machiniste 21 239 et il est fou. »« Alors, dit Amadis, qu'est-ce qui l'a rendu fou ? Je ne sais pas, je tombe toujours avec des conducteurs fous. Vous trouvez ça drôle ? Fichtre non. C'est la compagnie, dit le receveur. D'ailleurs, ils sont tous fous à la compagnie. Vous tenez bien le coup, dit Amadis. Oh, moi, expliqua le receveur, c'est pas pareil, vous comprenez, je ne suis pas fou. Il s'esclaffa si abondamment qu'il perdit le souffle. Amadis fut un peu inquiet en le voyant rouler par terre, devenir violet, tout blanc et se raidir, mais il se rassura vite en voyant que c'était de la fribe. L'autre clignait de l'œil, sur un œil révulsé, cela fait très joli. Au bout de quelques temps, minutes, le receveur se releva. « Je suis un marrant, dit-il. »« Regardez, dit le receveur. » Amadis vit venir un grand poteau qui soutenait une pancarte de tôle émaillée. Des lettres blanches dessinaient lisiblement le nom de l'Exopotamie, avec une flèche et un nombre de mesures. « C'est là qu'on va, dit-il. On peut donc y arriver par terre ?»« Bien sûr, dit le receveur, il suffit de faire le tour et de ne pas avoir les foies. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'on se fait drôlement engueuler en revenant. C'est pas vous qui payez l'essence, hein ? » D'après vous, dit Amadis, à quelle allure on va ? Oh, dit le receveur, on y sera demain matin.
juste à ce moment, il vit dehors une nouvelle pancarte « Exopotamie 2 mesures ». Et il se rua sur la sonnette qu'il pressa une fois, mais longuement. Il se trouva nez à nez avec le machiniste. Ce dernier venait de quitter son siège et s'approchait pour voir ce qui se passait. Il apostropha Amadis. « Quelqu'un s'est enfin décidé à sonner, c'est pas trop tôt ?» ?»« Oui, dit Amadis, ça fait un bout de chemin. »« Enfin quoi, mince, dit le conducteur, toutes les fois que je prends un 975, personne ne se décide à sonner et d'habitude je reviens sans m'arrêter une seule fois. Vous appelez ça un métier ?» Le receveur cligna de l'œil derrière le dos du machiniste et se tapa sur le front pour signifier à Amadis l'inutilité d'une discussion. « Les voyageurs oublient peut-être, dit Amadis, car l'autre attendait une réponse. » Le conducteur ricana. « Vous voyez bien que non, puisque vous avez sonné. » L'ennui, il se pencha vers Amadis. Le receveur comprit qu'il était de trop et s'éloigna sans affectation. « C'est ce receveur, expliqua le conducteur. « Ah, dit Amadis, il n'aime pas les voyageurs. Alors il s'arrange pour qu'on parte sans voyageurs. Il ne sonne jamais, je le sais bien. »« C'est vrai, dit Amadis. Il est fou. Vous comprenez ?» dit le machiniste. « C'est ça, murmura Amadis. Je le trouvais bizarre. Ils sont tous fous à la compagnie. Ça ne m'étonne pas. Moi, dit le conducteur, je les possède. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Vous avez un couteau ? J'ai un canif. Prêtez. » Amadis le lui tendit et l'autre ouvrit la grande lame qui se planta dans l'œil avec énergie. Puis il tourna, il souffrait beaucoup et criait très fort. Amadis prit peur et s'enfuit, les coudes collés au torse, en levant les genoux aussi haut qu'il pouvait. Ça n'était pas le moment de négliger une occasion de faire sa culture physique. Il dépassa quelques touffes de scrub spinifex, se retourna et regarda. Le conducteur repliait le canif et le mit dans sa poche. De la place d'Amadis, on voyait que le sang ne coulait plus. Il avait opéré très proprement et portait déjà un bandeau noir sur l'œil. 5. Claude Léon. Il le sentait le long de sa cuisse, lourd et glacé comme une bête morte. Le poids tirait sa poche et sa ceinture, sa chemise bouffait à droite sur son pantalon. Son imperméable empêchait que l'on voie, mais à chaque avancée de la cuisse, il se dessinait un grand pli sur l'étoffe et tout le monde allait remarquer. Il paraissait sage de prendre un autre chemin. Il marchait très vite et la chose pesait sur sa cuisse. Il croisa un homme qui lui parut baisser les yeux vers sa poche. Claude frissonna. Il se retourna 2 mètres plus loin, l'homme le regardait aussi. Baissant la tête, il reprit sa marche et se jeta à gauche au premier croisement. Il heurta une petite fille si brutalement qu'elle glissa et s'assit dans la neige sale que l'on avait entassée au bord du trottoir. Sans oser la relever, il pressa le pas, les mains enfoncées dans les poches, jetant en arrière des regards furtifs. Il fila au ras du nez d'une matrone armée d'un balai qui sortait d'un immeuble voisin et qui le salua d'une injure sonore. Il se retourna, elle le suivait des yeux. Il accéléra sa marche et faillit heurter une grille carrée que des ouvriers de la voirie venaient de déposer au-dessus d'un regard d'égout. Dans un violent mouvement interne pour l'éviter, il l'accrocha en passant avec la poche de son imperméable qui se déchira. Les ouvriers le traitèrent de con et d'enfoiré. Rouge de honte, il alla toujours plus vite, glissant sur les flaques gelées. Il commençait à transpirer dans son gilet de laine et au moment de traverser, il heurta un cycliste qui tournait sans prévenir. La pédale lui arracha le bas de son pantalon et lui lacéra la cheville. Jetant un cri d'effroi, il tendit les mains en avant pour ne pas tomber et le groupe s'affala sur la chaussée boueuse. Il y avait un flic pas loin de là. Claude Léon s'était dégagé de la bicyclette, sa cheville lui faisait horriblement mal. Le cycliste avait un poignet foulé et le sang pissait de son nez. Il injuriait Claude et la colère commençait à saisir Claude. Son cœur battait et du chaud lui descendait le long des mains. Son sang circulait très bien, cela battait aussi dans sa cheville et sur sa cuisse. L'égalisateur se soulevait à chaque pulsation. Brusquement, le cycliste lui lança son poing gauche dans la figure et Claude devint encore plus lucide.
Il plongea la main dans la poche et tira l'égalisateur et il se mit à rire parce que le cycliste bafouillait et reculait. Puis il sentit un choc terrible sur sa main et le bâton du flic retomba. Le flic ramassait l'égalisateur et saisit Claude au collet. Claude ne sentait plus rien à la main. Il se retourna brusquement et sa jambe droite se détendit d'un coup. Il avait visé le bas-ventre du flic qui se courba en deux et lâcha l'égalisateur. Avec un grognement de plaisir, Claude se précipita pour le ramasser, puis le déchargea avec soin sur le cycliste qui porta les deux mains à sa ceinture et s'assit tout doucement en faisant « Oh !» du fond de la gorge. La fumée des cartouches sentait bon. Et Claude souffla dans le canon, comme il l'avait vu faire au cinéma. Il remit l'égalisateur dans sa poche et il s'affala sur le flic. Il voulait dormir. L'abbé Petit-Jean caracolait dans les couloirs de la prison, suivi de près par le gardien. Il jouait à la pouillette. En approchant de la cellule de Claude Léon, l'abbé glissa sur une crotte de chat à 9 queues et fit un tour complet dans l'atmosphère. Sa soutane gracieusement déployée autour de ses jambes robustes le fit ressembler si fort à la Loy Fuller que le gardien le dépassa plein de respect et en se découvrant par politesse. Puis l'abbé retomba par terre avec un bruit étalé et le gardien lui bondit à cheval sur le dos. L'abbé fit « pouce ». Assis sur le lit, Claude Léon méditait. « Bonjour mon père, dit Claude Léon en voyant entrer l'abbé. Bonjour mon petit Claude. Je voudrais me confesser. Je veux me présenter devant mon Créateur garni d'une âme nette, comme si elle avait été lavée par Percy, dirent-ils d'une même voix suivant le rite catholique. Et ils firent un signe de croix des plus classiques. Mais il n'est pas encore question de vous estrapadouiller, dit l'abbé. J'ai tué un homme, dit Claude, qui plus est un cycliste. J'ai des nouvelles, dit l'abbé. J'ai vu votre avocat, le cycliste était conformiste. J'ai quand même tué un homme, dit Claude. Mais ça que nous sommes à accepter de témoigner en votre faveur. J'ai pas envie, dit Claude. Mon fils, dit l'abbé, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du fait que ce cycliste était un ennemi de notre sainte mère, l'église cornue et apostillonique. Je n'étais pas encore touché par la grâce quand je l'ai tué, dit Claude. Foutaise, assura l'abbé, nous vous tirerons de là. Je ne veux pas, dit Claude, je veux être ermite. Où pourrais-je être mieux qu'en prison pour ça? Parfait, dit l'abbé. Si vous voulez être ermite, on vous en sort demain. L'évêque est très bien avec le directeur de la prison. Mais je n'ai pas d'ermitage, dit Claude. Ici, ça me plaît. Rassurez-vous, dit l'abbé, on vous trouvera quelque chose d'encore plus moche. Alors, dit Claude, c'est différent. On s'en va? Minute par paillot, dit l'abbé. Il faut les formalités. Je passe vous prendre demain avec la voiture des morts. Où est-ce que j'irai? Demanda Claude, très excité. Il reste une bonne place d'ermite en Exopotamie, dit l'abbé. On va vous donner ça, vous serez très mal. Parfait, dit Claude. Je prie pour vous. Amen, dit l'abbé. Bourre et bam et ratatour, termina-t-il en chœur, toujours selon le rite catholique, ce qui dispense, comme chacun sait, du signe de croix. Le prêtre caressa la joue de Claude et lui pinça le nez un bon coup, puis il quitta la cellule et le gardien referma la porte. C. Vous vous faites une idée exagérée des inconvénients des mariages mixtes. Mémoire de Louis Rossel, Stock 1908, page 60. Angèle attendait Anne et Rochelle. Assis sur la pierre usée de la balustrade, il regardait les techniciens procéder à la tonte annuelle des pigeons du square. C'était un spectacle ravissant. Les techniciens portaient des blouses blanches très propres et des tabliers de maroquin rouge marqués aux armes de la ville. Ils étaient munis de tondeuses à plumes d'un modèle spécial et de produits pour dégraisser les ailes des pigeons aquatiques dont le quartier comptait une forte proportion. Les pigeons déplumés faisaient des efforts désespérés pour se remettre à voler, mais ils se fatiguaient très vite et retombaient presque aussitôt.
À ce moment, il ne remuait plus guère et se laissait attacher sans protester des ailes en soie jaune, rouge, verte ou bleue que la municipalité leur fournissait libéralement. Après quoi, on leur montrait comment s'en servir. Ils regagnaient leur nid pénétrés d'une dignité nouvelle et leur démarche naturellement grave se faisait hiératique. Angèle commençait à se lasser de ce spectacle. Il pensa qu'Anne ne viendrait pas ou qu'il avait emmené Rochelle d'un autre côté et se leva du nouveau. Il traversa le jardin, dépassant des groupes d'enfants qui jouaient à tuer des fourmis à coups de marteau, à la marelle, à accoupler des punaises des bois et à d'autres amusements de leur âge. Des femmes cousaient des musettes en toile cirée qu'on passe au cou des bébés pour leur faire avaler leur bouillie, ou s'occupaient de leur progéniture. Certaines tricotaient, d'autres faisaient semblant pour se donner une contenance, mais on voyait vite qu'elles n'avaient pas de laine. Angèle poussa la petite porte en grillage, elle claqua derrière lui et il fut sur le trottoir. Du monde passait, des voitures sur la chaussée, mais Anne. Il resta là quelques minutes, il hésitait à partir. L'idée qu'il ne connaissait pas encore la couleur des yeux de Rochelle le retint au moment de traverser et un chauffeur fit un horrible tête-à-queue dans le sens de la hauteur car il avait freiné sec en voyant s'avancer Angèle. La voiture d'Anne venait derrière. Elle s'arrêta au bord du trottoir et Angèle monta. Rochelle était assise à côté d'Anne et Angèle se trouva seule sur la banquette fourrée de ressorts à ficelle et de capoques en nappe. Il se pencha pour leur serrer la main. Anne s'excusait de son retard, la voiture repartit. Anne braqua serré pour éviter l'épave du taxi. « Vous nous avez attendu longtemps, dit-elle. »« Oh, ça ne fait rien, murmura Angèle. » Il trouvait très difficile de la regarder en face. Elle brillait trop. Pourtant, ses yeux, fallait voir la couleur. « Où est-ce qu'on va » demanda Angèle. « Il veut qu'on aille danser, dit Rochelle. Moi, je préfère le cinéma. »« Il aime bien voir ce qu'il fait, dit Angèle. »« Oh, dit Rochelle, vous ne devez pas dire des choses comme ça. »« Excusez-moi. » Rochelle avait un peu rougi et Angèle regrettait ce commentaire perfide. « C'est un brave type, ajouta-t-il, mon meilleur copain. »« Vous le connaissez bien » demanda Rochelle. « Depuis 5 ans. Vous n'êtes pas du tout pareil. »« Non, mais on s'entend bien, assura Angèle. »« Est-ce qu'il... » Elle s'arrêta et rougit encore. « Pourquoi vous n'osez pas le dire? C'est pas correct ?»« Si, dit Rochelle, mais c'est idiot. Ça ne me regarde pas. »« C'est ça que vous voulez savoir, dit Angèle. »« Eh bien oui, il a toujours eu du succès avec les filles. » La voiture repartit, mais ils s'arrêtèrent de nouveau très vite car la rue refusait de continuer plus loin. C'est là qu'ils allaient. C'était un club de danse où les amateurs de vraie musique se retrouvaient entre purs pour pratiquer des dislocations. Anne dansait très mal. Angèle souffrait toujours en voyant Anne se mettre à contretemps. Il ne l'avait jamais regardée danser avec Rochelle. À mi-descente, ils se sentirent saisis par le battement cardiaque de la section rythmique. Un peu plus bas, on prenait en plein dans l'oreille les mélanges de sons de clarinette et de trompinette qui progressaient en s'appuyant l'un sur l'autre, acquérant ainsi en très peu de temps une vitesse considérable. Et puis, au pied de l'escalier, ils perçurent le vague brouhaha de pieds remués, de torses plottés, de rires confidentiels et d'autres moins discrets, de graves éructations et de conversations nerveuses parmi les clapotis de verre et d'eau gazéifiée qui composent l'atmosphère adéquate d'un bar de demi-luxe. Anne chercha des yeux une table libre et la désigna à Rochelle, qui l'atteignit la première. Ils commandèrent des portos frisés. La musique ne s'arrêtait guère à cause de la persistance des impressions oreilleuses. Anne profita d'un blues considérablement langoureux pour inviter Rochelle. Pas mal de danseurs venaient de se rasseoir, écœurés par la lenteur du morceau, et tous les tordus se levaient parce que ça leur rappelait le tango. Ils en profitaient pour intercaler des cortes et des pas hésitations entre les déboîtaisons classiques des orthodoxes, au nombre desquels Anne croyait pouvoir se compter. Angèle les regarda 2 secondes,
puis détourna les yeux, prête à vomir. Anne était déjà à contretemps. Et Rochelle suivait sans se troubler. Ils durent s'en aller pour dîner. On ne peut pas passer toute la nuit dehors lorsqu'on travaille le lendemain. Dans la voiture, Rochelle s'assit devant, à côté d'Anne, et Angèle monta derrière. Anne se tenait bien avec Rochelle. Il ne mettait pas le bras autour de sa taille, il ne se penchait pas vers elle, il ne lui prenait pas la main. Angèle l'aurait fait si Rochelle l'avait connue avant Anne. Mais Anne aussi gagnait plus d'argent que lui. Anne méritait tout cela. Anne disait une bêtise parfois et Rochelle riait, agitant ses cheveux éclatants sur le col de son tailleur vert vif. Anne dit quelque chose à Angèle, mais Angèle pensait à autre chose. C'est naturel. Alors Anne se retourna vers Angèle et son mouvement fit dévier un peu le volant. C'est malheureux à dire, mais il venait un piéton sur le trottoir et il reçut l'aile de la voiture en plein sur la hanche, tandis que la roue avant droite grimpait sur le trottoir. Le monsieur fit un grand bruit en tombant et resta couché en se tenant la hanche. Il était agité de saccades convulsives. Angèle avait déjà ouvert la portière et se précipita dehors. Il se pencha mortellement inquiet sur le blessé. Celui-ci se tordait de rire et s'arrêtait par instant pour gémir un bon coup, et puis il recommençait à se rouler de joie. « Vous souffrez ?» demanda Angèle. Rochelle ne regardait pas, elle restait dans la voiture, la tête dans ses mains. Anne avait une sale figure, il était pâle. Il croyait que l'homme agonisait. « C'est vous ?» octa l'homme en désignant Angèle. Une crise de fou rire le reprit. Les larmes ruisselaient sur sa figure. « Remettez-vous, dit Angèle, vous devez avoir très mal. » « Je souffre comme un veau, parvint à dire le monsieur. » Sa phrase le plongea dans un tel délire qu'il avança de 2 pieds en faisant le tonneau. Anne restait là perplexe. Il se retourna et vit Rochelle. Elle pleurait car elle se figurait que l'homme se plaignait et elle avait peur pour Anne. Il s'approcha d'elle. Par la portière ouverte, il prit sa tête entre ses 2 grandes mains et l'embrassa sur les yeux. Angèle voyait cela sans le vouloir, mais quand les mains de Rochelle se rejoignirent sur le col du veston d'Anne, il écouta de nouveau le monsieur. Celui-ci faisait des efforts pour tirer son portefeuille de sa poche. « Vous êtes ingénieur ?» dit-il à Angèle. Son rire se calmait un peu. « Oui, » murmura Angèle. « Vous me remplacerez alors. Je ne peux pas décemment aller en exopotamie avec une hanche brisée en 5 morceaux. Si vous saviez ce que je suis content. » « Mais, dit Angèle, c'est vous qui conduisiez, hein ? » « Non, dit Angèle, c'est Anne. »« Ah, ennuyeux, dit l'autre. » Sa figure se rembrunit et sa bouche tremblait. « Ne pleurez pas, dit Angèle. Ah, on ne peut pas envoyer une fille à ma place. C'est un garçon, dit Angèle. Ceci galvanisa le blessé. « Vous féliciterez la mère. »« Je n'y manquerai pas, dit Angèle, mais elle est déjà faite à cette idée. » Alors, on va envoyer Anne en exopotamie. Je m'appelle Cornelius Honte. Moi, c'est Angèle. Prévenez Anne, dit Cornelius. Il faut qu'il signe. Heureusement que le nom était en blanc sur mon contrat. Pourquoi ça, demanda Angèle. Je crois qu'il se méfiait de moi, dit Cornelius. Appelez Anne. Est-ce qu'on vous met dans la voiture pour vous conduire à l'hôpital, proposa Angèle. Ce n'est pas la peine, dit Cornelius. Il passera bien une ambulance. Rendez-moi le contrat. Vraiment, je suis très content. Il reprit le contrat et s'évanouit. D. Pareille décision a été prise après un débat animé. Il peut paraître intéressant de connaître les positions de chacun dans cette discussion. Georges Cognot. Les subventions à l'enseignement confessionnel. La pensée numéro 3, 2 avril, mai-juin 1945. 1. Le professeur Mange-Manche regarda quelques instants la vitrine sans pouvoir détacher ses yeux du reflet brillant que l'ampoule opaline accrochait distraitement au bois poli d'une hélice à 12 pales. Son cœur se démenait plein de joie et remua tant que sa pointe vint à toucher la 18e paire de nerfs brachio-temporaires. Et Mange-Manche ouvrit la porte. La boutique sentait bon le bois scié.
Il y avait de petits bouts de balsa, de pruche, d'hemlock et d'icorie dans tous les coins, coupés de toutes les formes et à tous les prix, et dans des vitrines, des roulements à billes, des mécaniques à voler et des machins à ronds sans nom que le marchand baptisait roue à cause d'un petit trou au milieu. « Bonjour, monsieur le professeur, dit le marchand. Il connaissait bien Mange-Mange. « Bonne nouvelle, monsieur Cruc, dit Mange-Mange. Je viens de tuer 3 clients et je vais avoir le temps de travailler de nouveau. » Épatant, dit monsieur Cruc. Il ne faut pas les rater. La médecine, dit le professeur, c'est très bien pour se marrer, mais ça ne vaut pas les modèles réduits. Ne dites pas ça, dit monsieur Cruc. J'ai commencé ma médecine il y a 2 jours et ça me plaît. Oh, vous en reviendrez, dit Mange-Mange. Est-ce que vous avez vu le nouveau petit moteur italien? Non, dit monsieur Cruc. Comment qu'il est? Terrible, dit Mange-Mange. On en mange-mangerait. Dit monsieur Cruc, vous êtes toujours marrant, professeur. Oui, mais il n'y a pas d'allumage, dit le professeur. Les yeux de Cruc s'allongèrent en large, ce qui pourrait effet de lui faire baisser les paupières, et il se pencha vers le professeur, les mains posées à plat sur le comptoir. Non, haleta-t-il, c'est vrai. Mange-Mange parlait d'un ton net, doux et rose, qui excluait l'impossibilité. Le domestique de Cornelius Honte introduisit le professeur Mange-Mange dans la chambre du blessé. Celui-ci tricotait pour passer le temps un motif jacquard de Paul Claudel qu'il avait relevé dans un numéro de la Pensée catholique et le Pèlerin aggloméré. « Salut, dit Mange-Mange, vous me dérangez ?»« Oui, dit Cornelius, j'en suis peiné. Je vois, vous avez mal ? J'ai la hanche en 5 morceaux. Qui vous a soigné ? Péril jaune. Ça va très très bien maintenant. Alors pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir? Je voulais vous proposer quelque chose, dit Cornelius. Allez vous faire foutre, dit Mange-Mange. Bon, dit Cornelius, j'y vais. Il tenta de se lever et à peine avait-il mis un pied par terre que sa hanche se recassa. Il s'évanouit très nettement. Mange-Mange se saisit du téléphone et demanda qu'on envoie une ambulance pour le faire transporter dans son service. Vous le piquerez à Lévipan tous les matins, dit Mange-Mange. Je ne veux pas qu'il se réveille quand je passe dans le service. Il me barbe tout le temps avec... Il s'interrompit. L'interne le considérait attentivement. Ça ne vous regarde pas, au fait, dit Mange-Mange. Comment va sa hanche? On a mis des vis, dit l'interne, des vis du grand modèle. Superbe fracture qu'il a là. Vous savez qui c'est qu'il a là? Demanda Mange-Mange. Dit l'interne. Si vous ne le connaissez pas, n'en parlez pas. C'est un ingénieur finlandais qui a inventé un système d'échappement pour les locomotives. Ah, dit l'interne. Il quitta le chevet de Cornelius et son regard se porta sur le lit voisin. La femme de service venait, profitant de ce qu'aucun malade ne l'occupait, de poser une chaise dessus pour faire le ménage. « Qu'est-ce qu'elle a, cette chaise ?» dit Mange-Mange, plaisantin. « Ah, elle a la fièvre, répondit l'interne, non moins. »« Vous vous foutez de moi, hein ?» dit Mange-Mange. « Mettez-lui un thermomètre, on va bien voir. » Il se croisa les bras et attendit. L'interne quitta la pièce et revint avec une chignole et un thermomètre. Il retourna la chaise cul par-dessus tête et se mit à percer un trou sous le siège. Il soufflait dessus en même temps pour faire partir la sueur. « Dépêchez-vous, dit Mange-Mange, je suis attendu. »« Pour déjeuner ?» demanda l'interne. « Non, dit Mange-Mange, pour construire un modèle du Ping 903. Vous êtes bien curieux ce matin. » L'interne se redressa et planta le thermomètre dans le trou. On vit le mercure se ramasser sur lui-même, puis bondir, escalader les degrés à une vitesse foudroyante, et le haut du thermomètre se mit à gonfler comme une bulle de savon. « Retirez-le vite, dit Mange-Mange. »« Jésus, dit l'interne. »« Retournez cette chaise et mettez-la au lit, lui dit Mange-Mange. »« Appelez mademoiselle Gongourdouille. » L'infirmière en chef se précipita. « Prenez l'attention de cette chaise, dit Mange-Mange. » Il regarda l'interne, l'a couché avec précaution. « C'est un cas très curieux. » Grommela-t-il encore. « Ne la secouez pas comme ça à la fin !» L'interne furieux manipulait la chaise avec brutalité, lui arrachant un horrible craquement.
Saisi par le regard de Mange-Mange, il s'affaira autour de la chaise avec des gestes délicats de gobeur d'œuvre professionnel. Écoutez, dit Cornelius Honte, il parlait d'une voix vague et brouillée et ses paupières retombaient. Mange-Mange prit un air excédé. Votre évipan ne vous suffit pas? Vous voulez quand même recommencer vos fameuses propositions? Mais non, dit Cornelius, c'est cette chaise. Eh bien quoi, dit Mange-Mange? Elle est malade, on la soigne. Vous savez ce que c'est qu'un hôpital, non? Oh, j'ai mis Cornelius, enlevez-la, elle a grincé sans arrêt toute la nuit. L'interne debout près de Mange-Mange paraissait également à la limite de ses nerfs. C'est vrai, hein, lui demanda le professeur. L'interne fit un signe affirmatif. On pourrait la flanquer en l'air, dit-il, c'est une vieille chaise. C'est une chaise Louis XV, dit Mange-Mange. Et puis c'est vous, c'est moi qui a dit qu'elle avait la fièvre. C'est moi, dit l'interne. Alors soignez-la. À ce moment, la chaise fit retentir une horrible série de craquements osseux. Une odeur dégoûtante se répandit autour de son lit. Toute la nuit comme ça, murmura Cornelius, changez-moi d'endroit. On vous colle déjà dans une chambre à 2 lits seulement et vous n'êtes pas content? Protesta l'interne. 2 lits et une chaise qui pue, dit Cornelius. Oh, ça va, dit l'interne, vous croyez que vous sentez bon? Soyez poli avec mon malade, lui fit remarquer Mange-Mange. Qu'est-ce qu'elle a, cette chaise? Elle fait une occlusion perforante? Je crois, dit l'interne. En plus, elle a 49 de tension. Bon, dit Mange-Mange. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au revoir. Il appuya un bon coup sur le nez de Cornelius pour le faire rire et sortit. Cruc l'attendait pour le PIG 903. Impossible, ici, affirma Cruc après un long silence. Cruc, dit Mange-Mange, vous êtes un dégonflard. Pas assez d'espace. Il fera 4 mesures à la minute. Vous vous rendez compte? Alors quoi, dit Mange-Mange? Il faut trouver un désert. Je suis bien forcé de rester m'occuper des malades. Faites-vous nommer médecin colonial. C'est idiot, j'aurai à me balader sans arrêt d'un village à l'autre et jamais le temps de m'occuper du pigne. Prenez des vacances, ça ne se fait pas. Alors on ne peut pas. Oh zut, je vais à l'hôpital continuer vos calculs. Lorsqu'il entra dans la chambre de Cornelius, il trouva assis sur le lit de la chaise un grand gaillard costaud et blond. Celui-ci se leva en le voyant. « Je m'appelle Anne, dit-il. Bonjour, monsieur. C'est pas l'heure des visites, observa l'interne qui entrait derrière le professeur. Il dort tout le temps, dit Anne. Je suis obligé de rester jusqu'à ce qu'il se réveille. Mange-Mange se retourna, regarda l'interne. Qu'est-ce que vous avez, vous? Oh, ça va se passer. Les mains de l'interne tremblaient comme des marteaux de sonnette et ses yeux étaient noirâtres jusqu'au milieu de la figure. Vous n'avez pas dormi? Non, c'est la chaise. Ah, ça ne va pas? Quelle garce, dit l'interne. La chaise remua et craqua et cela recommença à sentir mauvais. L'interne furieux fit 2 pas en avant, mais Mange-Mange lui posa la main sur le bras. « Calmez-vous, lui dit-il. Je ne peux plus, elle se fout de moi. » Vous lui avez passé le bassin? Elle ne veut rien faire, se lamenta l'interne. Juste craquer, grincer, avoir la fièvre et m'emmerder. Soyez correct, dit Mange-Mange. On va s'occuper d'elle tout à l'heure. Alors vous, continua-t-il en s'adressant à Anne, je voudrais parler à monsieur Honte. C'est au sujet de mon contrat. C'est pas la peine de me parler de ça, je ne suis pas au courant. Monsieur Honte ne vous a pas fait des propositions? Monsieur Honte est tellement bavard que je le fais dormir d'un bout de la journée à l'autre. J'ai connaissance de ces propositions, dit Anne. Je peux vous les dire. Mange-Mange regarda l'interne et lui fit un signe. L'interne fouilla dans sa poche. Il était derrière Anne. Oui, c'est intéressant, dit Mange-Mange. Allez-y. L'infirmière tira de sa poche une grosse seringue et planta l'aiguille en plein dans le gras du biceps d'Anne. Celui-ci essaya de lutter, mais s'endormit presque aussitôt. Où je le mets, dit l'interne, car Anne était lourd à tenir. Débrayez-vous, dit Mange-Mange, je vais visiter les salles. D'ici là, on sera sans doute réveillé. Resté seul, l'interne s'approcha lentement de la chaise et la couvrit d'un regard d'où suintait la méchanceté. Il était si fatigué que ses paupières retombaient à chaque instant. Une infirmière entra. « Vous lui avez passé le bassin, dit l'interne.
Oui, dit l'infirmière. Alors, elle a des oxyures de bois. Et puis, elle s'est levée toute seule une fois, elle va l'amble. C'est déplaisant à voir, j'étais terrorisé. Je vais l'ausculter, dit l'interne, passez-moi un linge propre. Voilà, dit l'infirmière. Il n'avait même pas la force de lui fourrer sa main entre les jambes, bien qu'elle eût ouvert sa blouse comme d'habitude. Dépitée, elle lui donna la serviette et s'en alla en remuant de la tôle émaillée. L'interne s'assit sur le lit et découvrit la chaise. Il s'efforçait de ne pas respirer car elle craquait de plus belle. Lorsque Mange-Mange revint de sa visite des salles, l'interne dormait à son tour en travers sur âne au pied du lit de Cornelius. Le professeur remarqua quelque chose d'insolite dans l'aspect du lit voisin et découvrit prestement la chaise Louis XV. Ses pieds s'étaient raidis, elle avait vieilli de 20 ans. Elle était froide, inerte et Louis XVI. Les courbes de son dossier tendu et droite disaient combien son agonie avait dû être pénible. Le professeur remarqua la teinte blanc-bleuâtre du bois et donna en se retournant un bon coup de pied dans la tête de l'interne, mais celui-ci ne bougea pas, il ronflait. Le professeur s'agenouilla près de lui et le secoua. « Alors quoi, vous dormez? Qu'est-ce que vous avez fait ?» L'interne se mit à grouiller et ouvrit un œil filandreux. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» répéta Mange-Mange. « Me suis piqué » murmura l'interne. « Et vipant aussi, trop sommeil !» Il referma l'œil avec un ronflement caverneux. Mange-Mange le secoua plus fort. « Et la chaise ?» L'interne ricana avec l'antenne. « Strychnine !»« Salaud !» dit Mange-Mange. Il n'y a plus qu'à la remettre sur pied et à la faire empailler. Il se releva vexé. L'interne dormait comme un bienheureux, Anne aussi et Cornelius aussi. Mange-Mange bâilla. Il souleva la chaise avec délicatesse et la posa au pied du lit. Elle émit un dernier craquement doux et mort et il s'assit dessus. Sa tête oscillait de droite à gauche et au moment où elle se fixait dans une position commode, on frappa à la porte. Le professeur n'entendit pas et Angèle frappa de nouveau et il entra. Mange-Mange tourna vers lui 2 globes vitreux et dénués d'expression. « Jamais il ne pourra voler, marmonna-t-il. »« Vous dites ?» demanda poliment Angèle. Le professeur avait du mal à se sortir de son assoupissement. Il fit un grand effort de plusieurs kilos et réussit à dire quelque chose. « Jamais un Pig 903 n'aura la place pour voler dans ce pays. Fouad, Mange-Mange, il y a trop d'arbres. »« Mais si vous venez avec nous, dit Angèle. »« Avec vous qui ? Avec Anne et moi et Rochelle ? Où ça ? En Exopotamie ? » Il y a lieu de s'arrêter 1 minute maintenant, car cela va devenir noué et en chapitre ordinaire. On peut savoir pourquoi. Il y a déjà une fille, une jolie fille, et il en viendra d'autres, et rien ne peut durer dans ces conditions. Sinon, ce serait sans doute plus souvent gai, mais avec les filles, il faut du triste. Ce n'est pas qu'elles aiment le triste, elles le disent du moins, mais il vient avec elles, avec les jolies. Les laides, on ne saurait en parler, c'est assez qu'il y en ait. D'ailleurs, elles sont toutes jolies. Une s'appellera Cuivre et l'autre Lavande, et les noms de certaines viendront après, mais ni dans ce livre, ni dans la même histoire. Il y aura beaucoup de gens en Exopotamie, parce que c'est le désert. Les gens aiment à se rassembler dans le désert, car il y a de la place. Ils essaient d'y refaire les choses qu'ils faisaient partout ailleurs, et qui, là, leur paraissent neuves. Car le désert constitue un décor sur lequel tout ressort bien, surtout si le soleil est doué, par hypothèse, de propriétés spéciales. Premier mouvement. C'est là un procédé fort avantageux et son économie jointe à la qualité des fibres rend cette méthode particulièrement intéressante. René Escourou, Le papier, Armand Collin, 1941, page 84. 1.
Alors, comme il avait faim, Athanagore Porphyrogénète reposa son marteau archéologique et, fidèle à sa devise « Sit tibi terra levis », que la terre te soit légère, entra sous sa tente pour déjeuner, laissant là le pot turcique qu'il achevait de désincrustir. Puis, pour la commodité du lecteur, il remplit la fiche de renseignements suivante, reproduite ci-dessous, in extenso, mais en typographie seulement. Taille 1,65 m, poids 69 kg force, cheveux grisonnants, système pileux résiduaire, peu développé, âge incertain, visage allongé, nez foncièrement droit, oreilles type universitaire en anse d'amphore, vêture peu soignée et des poches déformées par un bourrage sans scrupule, caractère annexe sans aucun intérêt, habitude sédentaire en dehors des périodes de transition. Ayant rempli cette fiche, il la déchira, car il n'en avait pas besoin, vu qu'il pratiquait depuis son jeune âge le petit exercice socratique nommé vulgairement « connais-toi toi-même ». Martin Lardier, qui s'occupait dans les parages à redresser la monture de sa loupe tordue par un grossissement trop élevé, rejoignit son maître sous la tente. À son tour, il remplit une fiche. Il la déchira malheureusement trop vite pour que l'on ait le temps de la recopier, mais on le recoincera au tournant. D'un coup d'œil, on pouvait se rendre compte qu'il avait les cheveux bruns. « Servez le repas, Martin » pria l'archéologue qui faisait régner une discipline de fer dans son champ de fouilles, produisant ainsi des courants induits par le moyen desquels, à travers les solénoïdes, il s'éclairait. « Oui, maître » répondit sans vain souci d'originalité Martin. Il déposa le plateau sur la table et s'assit en face d'Athanagore. Les deux hommes entrechoquèrent bruyamment leurs fourchettes à 5 doigts en piquant d'un commun accord dans la grosse boîte de ragoût condensé que venait d'ouvrir Dupont, le serviteur nègre. Dupont, le serviteur nègre, préparait dans sa cuisine une autre boîte de conserve pour le repas du soir. Il lui fallait tout d'abord faire cuire à grande eau la viande fibreuse de momie, avec l'assaisonnement cérémonial, sur un feu laborieusement entretenu au moyen de sarments solennels en état d'ignition, puis distiller la soudure, remplir de méture la boîte de tôle étamée avec la nourriture cuite à grande eau, non sans avoir vidé la grande eau dans le petit l'évier, et puis souder le couvercle avec la soudure comme du fer, et ça faisait une boîte de conserve pour le repas du soir. « Quoi de neuf » dit Athanagore. « Rien de nouveau quant à ce qui concerne le sarcophage » dit Martin. « Quel sarcophage » demanda Athanagore. « Justement, dit Martin, il n'y en a pas. On continue à creuser, on continue dans tous les sens. Nous réduirons à une seule direction quand nous pourrons. » On a signalé un homme dans la région, dit Martin. Qu'est-ce qu'il fait? Il est arrivé par le 975, il s'appelle Amadis Dudu. Ah, soupira Athanagore, ils ont enfin ramassé un voyageur. Il est installé, dit Martin, il a emprunté un bureau et il écrit des lettres. Et à qui a-t-il emprunté un bureau? Je ne sais pas, il a l'air de travailler dur. C'est curieux. Pour le sarcophage, dit Martin. Écoutez Martin, ne vous habituez pas à l'idée que nous allons trouver un sarcophage tous les jours. Mais nous n'en avons encore trouvé aucun. Ceci prouve bien qu'ils sont rares, conclut Athanagore. Martin secoua la tête écœuré. Ce coin ne vaut rien, dit-il. Nous venons à peine d'amorcer, observa Athanagore. Vous êtes trop pressé. Excusez-moi, maître, dit Martin. Ça n'a pas d'importance. Vous me ferez 200 lignes pour ce soir. Quel genre, maître? Traduisez-moi en grec une poésie lettriste d'Isidore Issou. Prenez-en une de la longueur. Martin repoussa sa chaise et sortit. Il en avait pour jusqu'à 7 heures du soir au moins. Il faisait très chaud. Athanagore termina son repas. Il reprit son marteau archéologique en sortant de la tente. Il tenait à finir de désincrustir son pot turcique. Mais il avait l'intention de se dépêcher. La personne du dénommé Amadis Dudu commençait à l'intéresser. Je ne mettrai plus de petits machins comme ça que de place en place, parce que cela devient emmerdant. Boris Vian, pensée inédite. Filait sur la route le professeur Mange-Mange dans un véhicule personnel car il se rendait en Exopotamie par ses propres moyens. Le produit de ces moyens voisins de l'extrême défiait toute description, mais
l'une d'entre elles releva le gant et le résultat suit. Il y avait à droite et en avant une roue, en avant et à gauche une roue, à gauche et en arrière une roue, en arrière et à droite une roue. Au milieu et dans un plan incliné à 45 degrés sur celui déterminé par 3 des centres de ces roues, dans lequel il arriva que se trouvait aussi la 4e, une 5e roue, laquelle dénommait Mange-Mange le volant. Sous l'influence de celle-ci, l'ensemble prenait par moments des mouvements d'ensemble et c'est bien naturel. À l'intérieur, entre les parois de tôle et de fonte, on aurait pu dénombrer un grand planté d'autres diverses roues, mais en se mettant de la graisse plein les doigts. On citera encore du fer, de l'étoffe, du phare, de l'huile, du carburant départemental, un radiateur, un pont dit arrière, des pistons volubiles, des bielles, du vilebrequin, du magma et de l'interne assis à côté de Mange-Mange et qui disait un bon livre, La vie de Jules Gouffet par Jacques Loustalot et Nicolas. Un étrange système ingénieux dérivé du coupe-racine enregistrait instantanément l'allure immédiate du tout et Mange-Mange surveillait l'aiguille y afférente. Ça gaze, dit l'interne en levant les yeux. Il posa son livre et en prit un autre dans sa poche. Ouais, dit Mange-Mange. Sa chemise jaune éclatait de joie sous le soleil qui leur faisait face. 5. Le bateau longeait le môle pour prendre son élan et franchir la barre. Il était plein à craquer de matériel et de gens pour l'exopotamie et touchait presque le fond quand il avait le malheur de se trouver entre 2 vagues. À bord, Anne, Rochelle et Angèle occupaient 3 cabines inconfortables. Oh merde. Pas grave. L'étrave écrasait les vagues sous elle comme un pilon à purée, car les formes commerciales du navire ne le destinaient pas à la vitesse pure. Néanmoins, l'effet produit sur l'âme des spectateurs restait élégant à cause que l'eau de mer est salée et que le sel purifie tout. Comme de juste, les mouettes gueulaient sans arrêt et jouaient à virer sec autour du grand mât. Et puis elles se mirent tout en rang sur la 4e vergue, en haut à gauche, pour voir passer un cormoran qui faisait un essai de vol sur le dos. À ce moment-là, Didiche marchait sur les mains pour montrer à Olive et le cormoran se troubla en voyant cela. Il voulut monter et se dirigea dans le mauvais sens. Sa tête percuta un bon coup dans le plancher de la passerelle. Cela fait un bruit sec. Il ferma les yeux parce que la douleur le forçait à cligner. Il se mit à saigner du bec. Le capitaine se retourna et lui tendit un mouchoir crasseux en haussant les épaules. Le capitaine aimait bien qu'on vînt le déranger sur sa passerelle. Il fit un sourire à Olive, il appréciait ses jambes bien tournées et ses cheveux raides et blonds et son chandail trop serré avec les 2 jeunes renflements par devant dont le petit Jésus venait de lui faire présent 3 mois plus tôt. Juste à ce moment, le bateau longeait la toupie et le capitaine porta à sa bouche son pavillon à donner des ordres. Il voulait se faire admirer par Olive et Didiche, dont la tête apparaissait au bas de l'échelle de fer. Il se mit à crier très fort. Olive ne comprenait pas ce qu'il disait et le cormoran avait déjà horriblement mal à la tête. Le capitaine reposa son pavillon à côté de lui et s'amusa de voir que le vent séparait les cheveux d'Olive par une ligne blanche sur sa tête ronde. Quelquefois, sa jupe remontait jusqu'à ses cuisses et claquait en entourant ses jambes. Le cormoran, triste de voir qu'on ne faisait pas attention à lui, poussa un gémissement douloureux. Olive se rappela soudain pourquoi elle était venue sur la passerelle et se retourna vers le pauvre blessé. « Capitaine, dit-elle, est-ce que je peux le prendre ?»« Naturellement, dit le capitaine, si tu n'as pas peur qu'il te morde. »« Mais ça ne mord pas un oiseau, dit Olive. »« Ah, 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 dit le capitaine, c'est que ça n'est pas un oiseau ordinaire. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Didiche. « Je ne sais pas, dit le capitaine, et ça prouve bien que ce n'est pas un oiseau ordinaire, parce que les oiseaux ordinaires, je les connais. Il y a la pie, le fanfremouche et les cubiers, et le caillebotis, et puis la mouture, l'épervuche et le milquin, la bétarde et le cantrope et le verduron des plages, le marche à l'œil et le coquillet.
En dehors de ça, on peut citer la mouette et la poule vulgaire qu'ils appellent en latin Cocota deconens. Mince, murmura Didiche. Vous en savez des choses, capitaine? C'est que j'ai appris, dit le capitaine. Olive avait tout de même pris le cormoran dans ses bras et le berçait en lui racontant des bêtises pour le consoler. Il se rembobinait dans ses plumes, tout content, et ronronnait comme un tapir. Vous voyez, capitaine, dit-elle, il est très gentil. Alors, c'est une épervuge, dit le capitaine. Les épervuges sont des oiseaux charmants, c'est dans le bottin. Flatté, le cormoran prit avec sa tête une pose gracieuse et distinguée, et Olive le caressa. Quand est-ce qu'on va arriver, capitaine, demanda Didiche, qui aimait bien les oiseaux, mais pas tellement. C'est loin, dit le capitaine, on a pour un bon bout, tu sais. Où est-ce que vous allez, vous deux? On va en Exopotamie, dit Didiche. Ah ah, dit le capitaine. Ils vont construire un chemin de fer à eux tout seuls, nos parents. Et nous, on y va aussi. Vous êtes des vénards, dit le capitaine. Si je pouvais, je viendrais avec vous, j'en ai marre de ce bateau. C'est pas drôle d'être capitaine? Oh non, dit le capitaine, c'est un boulot de contremaître. Arlan, c'est un beau salaud, assura Didiche. Tu vas te faire gronder, dit Olive. Il faut pas dire ça. Ça ne fait rien, dit le capitaine. Je ne le répéterai pas. On est entre hommes. Il caressa les fesses d'Olive. Elle était flattée d'être assimilée à un homme et poussa pour une de ces marques d'amitié que se témoignent les mâles. La figure du capitaine était toute rouge. Venez avec nous, capitaine, proposa Didiche. Ils seront sûrement contents de vous avoir. Oui, dit Olive, ça sera amusant. Vous nous raconterez des aventures de pirates et on jouera à l'abordage. Bonne idée, dit le capitaine. Tu crois que tu es assez forte pour ça? Oh, je comprends, dit Olive. Tâtez mes bras. Le capitaine l'attira vers lui et lui manipula les épaules. Ça peut aller, dit-il. Il parlait avec difficulté. C'est une fille, dit Didiche. Elle ne pourra pas se battre. Ben, à quoi veux-tu que c'est une fille, dit le capitaine. C'est pas à cause de ces deux petits machins-là? Quel machin, demanda Didiche. Ça, dit le capitaine. Il toucha pour montrer à Didiche. C'est pas si petit que ça, dit Olive. Pour faire voir, elle bomba le torse après avoir déposé le cormoran endormi à côté d'elle. Mais non, murmura le capitaine, pas si petit. Il lui fit signe d'approcher. Si tu tires dessus tous les matins, dit-il en baissant la voix, ça deviendra encore plus gros. Comment, dit Olive. Didiche n'aimait pas que le capitaine devienne rouge comme ça et que ses veines sortent sur son front. Il regarda ailleurs, l'air gêné. Comme ça, dit le capitaine. Et puis Didiche entendit qu'Olive se mettait à pleurer, qu'il la pinçait, et elle se débattit, et il vit que le capitaine la tenait en lui faisant mal. Il prit le pavillon et en donna de toutes ses forces un coup sur la figure du capitaine, qui lâcha Olive en jouant « Foutez le camp, petit malheureux !» On voyait une marque là où Didiche visait en le frappant. Des grosses larmes coulaient sur les joues d'Olive et elle se tenait la poitrine où le capitaine venait de la pincer. Elle descendit l'échelle en fer. Didiche la suivait, il était très en colère, furieux et vexé sans savoir pourquoi exactement, et il avait la sensation qu'on venait de le rouler. Le cormoran passa au-dessus de leur tête, projeté d'un coup de pied de capitaine, et s'abattit devant eux. Olive se baissa et le ramassa. Elle pleurait toujours. Didiche passa un bras autour de son cou et avec son autre main, il écarta ses cheveux jaunes qui se collaient sur sa figure mouillée et il l'embrassa aussi doucement qu'il put sur la joue. Elle s'arrêta de pleurer et elle regarda Didiche et baissa les yeux. Elle tenait le cormoran tout contre elle et Didiche la serrait avec son bras. Jusque-là, je peux continuer jusqu'au bout, mais... Parce qu'il y a beaucoup pour raconter tout le livre. Merci.
Ouais, je vous en lis un petit bout alors. Pour les amateurs, juste un petit bout que comme ça donne un peu la fin d'un des personnages. Parce qu'après, je ne peux pas raconter toutes les directions de tous les personnages, c'est compliqué. Mais voilà, on va retrouver dans le désert quand même tous ces personnages. Alors, ouais, mais non, il faut que je retrouve où c'est, ça va être compliqué. Si, je vais vous trouver ça quand même. Ça me fait beaucoup marrer. En fait, il y a le curé Petit Jean, là. Vous savez, le curé dingue, qui est arrivé et qui dit, qui est dans la tente où il y a cette jeune femme qui s'appelle Cuivre, qui est aussi une des archéologues. Il dit, combien faut-il de boulets de canon pour démolir la ville de Lyon? Continua l'abbé, s'adressant à brûle-cravate à l'archéologue qui pénétrait dans la tente derrière Cuivre. 11, répondit Athanagore. Oh zut, c'est trop, dites 3. 3, répéta Athanagore. L'abbé saisit son chapelet et le dit 3 fois à toute vitesse, puis il le laissa retomber. Cuivre s'était assis sur le lit d'Atta et ce dernier regardait le curé stupéfait. « Qu'est-ce que vous faites dans ma tente ?»« Je viens d'arriver, expliqua l'abbé. Vous jouez à la pouillette ?»« Oh, chic, dit Cuivre en battant des mains. On joue à la pouillette. » Je ne devrais pas vous adresser la parole, dit l'abbé, car vous êtes une créature impudique, mais vous avez une sacrée poitrine. Merci, dit Cuivre, je sais. Je cherche Claude Léon, dit l'abbé. C'est l'ermite. Il a dû arriver voici 15 jours environ. Moi, je suis l'inspecteur régional, je vais vous montrer ma carte. Il y a pas mal d'ermites dans ce pays, mais assez loin d'ici. Claude Léon, par contre, doit être tout près. Je ne l'ai pas vu, dit Athanagore. J'espère bien, dit l'abbé. Un ermite ne doit pas, d'après le règlement, quitter son ermitage, à moins d'y être formellement autorisé par dispense spéciale de l'inspecteur régional responsable. Il salua. C'est moi, dit-il. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des saucisses, compléta Cuivre. Elle se rappelait son catéchisme. Merci, dit l'abbé. Je disais donc que Claude Léon n'est probablement pas loin. Voulez-vous que nous allions le voir ensemble? Cela fait longtemps que nous marchons, dit Athanagore. Ah, dit Petit Jean, je n'ai pas compté. J'étais perdu dans une méditation d'ailleurs classique sur la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme dans le désert. Ouais, dit Cuivre, c'est pas très nouveau. En général, dit Petit Jean, je ne pense pas de la même couleur que mes collègues et cela donne du charme à mes méditations en même temps qu'une touche bien personnelle. Dans celle-ci, j'avais introduit une bicyclette. Je me demande comment vous avez fait, dit Athanagore. N'est-ce pas, dit Petit Jean. Je me le demandais au début, mais maintenant, c'est en me jouant que j'accomplis ce genre de performance. Il me suffit de penser à une bicyclette et hop, ça y est. Expliquer comme ça, dit Athanagore, ça paraît simple. Oui, dit l'abbé, mais ne vous y fiez pas. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça, devant? Je ne vois pas, dit Athanagore, en écarquillant les paupières. C'est un homme, dit Cuivre. Ah, dit Petit Jean, c'est peut-être Léon. Je ne crois pas, dit Athanagore. Il n'y avait rien par là ce matin. Tout en discutant, il se rapprochait de la chose, partent très vite car la chose se déplaçait dans le même sens. « Ohé !» cria Athanagore. « Ohé !» répondit la voix d'Angèle. Ça s'arrêta et c'était Angèle. Ils le rejoignirent en quelques instants. « Bonjour » dit Athanagore, « je vous présente Cuivre et l'abbé Petit Jean. »« Bonjour » dit Angèle. Il serra les mains. « Vous vous promenez » demanda Petit Jean. « Vous méditez sans doute ?»« Non » dit Angèle, « je m'en allais. »« Où ça ?» demanda l'archéologue. « Ailleurs » dit Angèle, « ils font tant de bruit à l'hôtel. »« Qui ?» demanda l'abbé. « Vous savez, je suis d'une indiscrétion à toute épreuve. »« Oh, je peux vous le dire » dit Angèle, « c'est pas un secret, c'est Rochelle et Anne. »« Ah » dit l'abbé, « ils sont en train de... » Elle ne peut pas le faire sans crier, dit Angèle. C'est terrible. Je suis dans la chambre à côté, je ne supportais plus de rester. Cuivre s'approcha d'Angèle.
Elle lui passa ses bras autour du cou et l'embrassa. « Venez, dit-elle, venez avec nous, on va chercher Claude Léon. Vous savez, l'abbé Petitjean est très marrant. » Il parut se réveiller d'une somnolence lourde et ses mains se posèrent à la taille de la jeune femme. « Vous êtes gentil, répéta-t-il. Venez, nous allons les rejoindre. » Elle dénoua son étreinte et le prit par la main. Ils coururent sur le sable des dunes. Dans le noir, ils trébuchaient et Cuivre riait. L'abbé Petitjean venait d'expliquer à Athanagore comment Claude Léon avait été nommé ermite. « Vous comprenez, dit-il, que ce garçon ne méritait pas de rester en prison. »« Certainement, dit Athanagore. »« N'est-ce pas, dit Petitjean, il méritait d'être guillotiné. Mais enfin, l'évêque a le bras long. Tant mieux pour Léon. » Notez que ça ne change pas grand-chose. Être ermite, c'est drôle si on veut. Enfin, ça lui laisse quelques années de répit. Pourquoi demanda Cuivre, qui avait entendu la fin de la phrase. Parce qu'au bout de 3 ou 4 ans d'ermitage, dit l'abbé, en général, on devient fou. Alors on s'en va droit devant soi et on tue la première petite fille que l'on rencontre pour la violer. Toujours, dit Angèle étonnée. Toujours, affirma Petitjean. On ne cite qu'un exemple qui fasse exception à la règle. Qui était-ce, dit Athanagore. Un type très bien, dit Petitjean. Vraiment un saint. Ah, c'est une longue histoire, mais bougrement édifiante. Dites-la nous, demanda Cuivre d'un ton persuasif et suppliant. Non, dit l'abbé, c'est impossible, c'est trop long. Je vais vous dire la fin. Il est parti droit devant lui et la première petite fille qu'il a rencontrée, taisez-vous, dit Athanagore, c'est horrible. Elle l'a tué, dit Petitjean. C'était une maniaque. Nous devons être arrivés, proclama Petitjean. Excusez-moi, il faut que j'y aille seul pour commencer. Vous viendrez après, c'est le règlement. Il n'y a personne pour contrôler, dit Angèle. Nous pourrions vous accompagner. Et ma conscience, dit Petitjean. Pimpanicaille, roi des papillons, en jouant à la balle, s'est cassé le menton. S'exclamèrent en chœur les 3 autres. Bon, dit Petitjean, si vous connaissez le rituel aussi bien que moi, vous pouvez venir tous les 3. Personnellement, je préfère cela, car tout seul, je m'empoisonne. Il fit un bond considérable et retomba en tournant sur lui-même, accroupi sur ses talons. Sa soutane déployée autour de lui faisait une grande fleur noire que l'on distinguait vaguement sur le sable. Cela fait partie du rituel, demanda l'archéologue. Non, dit l'abbé, c'est un truc de ma grand-mère pour quand elle voulait pisser sur la plage sans qu'on la remarque. Je dois vous dire que je n'ai pas ma culotte apostolique. Il fait trop chaud, j'ai une dispense. Claude Léon était installé dans une petite cabane en bois blanc, coquettement aménagée. Un lit de cailloux occupait un angle de la pièce principale et c'était tout. Une porte menait à la cuisine. Par la fenêtre vitrée, ils aperçurent Claude lui-même à genoux devant son lit, qui méditait, la tête entre ses mains. L'abbé entra. « Coucou !» dit-il. L'ermite releva la tête. « Mais ce n'est pas encore le moment, dit-il. Je n'ai compté que jusqu'à 50. » « Ah, vous jouez à cache-cache, mon fils, dit Petitjean. « Oui, mon père, dit Claude Léon, avec Lavande. » « Ah, dit l'abbé, on peut jouer avec vous ?»« Bien sûr, dit Claude. » Il se releva. « Je vais chercher Lavande et lui dire. Elle sera très contente. » Léon revenait suivi d'une négresse ravissante. Elle avait la figure ovale, le nez mince et droit, de grands yeux bleus et une extraordinaire masse de cheveux roux. Elle était vêtue d'un soutien-gorge noir. « C'est Lavande, expliqua Claude Léon. Sa peau avait exactement la couleur des cheveux de Cuivre et vice-versa. Angèle essaya de se représenter le mélange et il eut le vertige. « Vous l'avez fait exprès, dit-il à Cuivre. »« Mais non, répondit Cuivre, je ne la connaissais pas. Je vous assure, dit Lavande, c'est un hasard. » Ils passèrent dans la cuisine, l'abbé resta seul avec Léon. « Alors ?» dit Petitjean. « Rien à signaler, dit Léon. Vous vous plaisez ici? Ça va. Où en êtes-vous avec la grâce? Ça va et ça vient. Idée noire, dit Léon. Mais avec Lavande, c'est excusable. Noir, mais pas triste. Noir et feu. C'est la couleur de l'enfer, dit l'abbé.
Oui, dit Claude Léon, mais l'intérieur d'elle, c'est du velours rose. Vrai? La pure vérité. Picotis, picota, lève la queue et saute en bas. Amen, répondit l'ermite. L'abbé Petitjean réfléchissait. Ça m'a l'air d'être en ordre, tout ça, dit-il. Je crois que vous ferez un ermite présentable. Il faudrait que vous mettiez un écriteau. Les gens viendraient vous voir le dimanche. Je veux bien, dit Claude Léon. Avez-vous choisi un acte saint? Quoi? On a dû vous expliquer, dit l'abbé. Se tenir debout sur une colonne, ou se flageller 5 fois par jour, ou porter une chemise de crin, ou manger des cailloux, ou rester en prière 24 heures sur 24, etc. Hein, ils ne m'ont pas parlé de ça, dit Claude Léon. Est-ce que je peux chercher autre chose? Tout ça ne me paraît pas assez sain, et puis on l'a déjà fait. Méfiez-vous de l'originalité, mon fils, dit l'abbé. Oui, mon père, répondit l'ermite. Il médita quelques instants. Je peux baiser lavande? Proposa-t-il. Ce fut au tour de l'abbé de penser avec intensité. Personnellement, dit-il, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais avez-vous songé qu'il faudra le faire toutes les fois qu'il y aura des visiteurs? C'est agréable, répondit Claude Léon. Alors c'est d'accord. Du velours rose, réellement. Réellement. L'abbé frissonna et les poils de son cou se hérissèrent. Il se passa la main sur le bas-ventre. Effrayant, dit-il. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ferai livrer un supplément de conserve par l'aide aux ermites. Oh, j'en ai, dit Claude. Il vous en faudra beaucoup. Vous aurez pas mal de visiteurs. Ils construisent un chemin de fer par là. Mince, dit Claude Léon. Il était pâle, mais positivement ravi. J'espère qu'ils viendront souvent. Vous m'effrayez. Je vous le répète, dit l'abbé Petitjean, et pourtant je suis un dur. Pique-nique, douille, c'est toi l'andouille, termina l'ermite. Allons retrouver les autres, proposa Petitjean. Alors, pour votre acte saint, c'est entendu. Je ferai mon rapport dans ce sens. Merci, dit Claude. Voilà.